Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour une super interview avec une personne extra que j'avais vraiment hâte d'accueillir sur le podcast. C'est Fabienne Witthorn. Fabienne est coach pour les dirigeants et franchement, pendant toute cette interview, elle nous a donné des pépites pour pouvoir beaucoup mieux vivre son leadership et son management au quotidien. On a parlé de plein de sujets différents. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, comment vivre avec ses émotions au travail et non pas gérer ses émotions, et elle nous explique très bien comment le faire. Comment est-ce qu'on peut passer d'un manager expert à un manager coach et encore plein d'autres sujets et je crois qu'on aurait pu parler des heures avec Fabienne sur cette thématique-là. Et surtout, je te conseille de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des pépites qui sont données à la fin de l'interview. Il y a plusieurs conseils qui sont donnés, qui peuvent être appliqués dans ton quotidien, que tu sois entrepreneur, salarié, manager, dirigeante, peu importe. Je te laisse donc écouter mon échange avec Fabienne et je peux t'assurer qu'à la fin, tu vas vraiment trouver des clés à appliquer dans ton quotidien. Bonjour Fabienne, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour t'interviewer et participer au podcast. On se connaît depuis à peu près 1 an, enfin on se connaît, on échange entre nous déjà depuis 1 an à peu près, puisqu'on a pas mal de sujets en commun. Donc tu es très active notamment sur LinkedIn à travers des thématiques comme le leadership, le développement personnel et un petit peu de management. Donc pour les personnes déjà qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais un peu présenter ton parcours et quelle est un peu ta vision au niveau du leadership et pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans ton activité? Donc déjà, bonjour Elodie et merci de ton invitation. Ça me fait très très plaisir d'être avec toi et de discuter. Oui, effectivement, je suis ce que j'appelle Happy Coach certifié. Le happy est important parce que j'aime transmettre la joie et j'essaie de le faire à chaque jour quand j'écris un post ou je fais un podcast ou voilà, tout ce que je crée comme contenu. En tout cas, j'essaie d'apporter de la joie. Ça, c'est la première caractéristique. Cette joie m'a toujours habité depuis toujours. Hein. Depuis petite, j'aimais danser, faire des spectacles devant mes parents. Et puis, quand j'étais en entreprise, parce que j'ai travaillé 13 ans chez L'Oréal après avoir été docteur en sciences. Et pareil, j'étais un peu le rire qu'on reconnaissait dans le couloir, dans les salles de réunion. Donc mes anciens collègues pourront en témoigner que c'était ma marque de fabrique aussi. Et je transmets ça aujourd'hui. Donc depuis 2 ans, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Oser Être et qui évolue en même temps que moi, parce qu'oser être soi, c'est aussi évoluer, mieux se connaître, voilà, s'affirmer. Et donc voilà, on s'est rencontrés effectivement sur des sujets de management, parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, parce que moi-même j'ai souffert d'avoir des mauvais managers, j'ai beaucoup souffert de ça. Et donc j'ai à cœur aussi de contribuer à donner des tips sur le management, même si je préfère le leadership et le développement personnel, mais j'aime bien le management pour contribuer comme toi, en tout cas, à avoir des managers dignes de ce nom, comme j'aime dire. Tout à fait, dans la bienveillance et qui cherchent à faire évoluer les personnes de leur équipe. Je sais qu'on est tout à fait raccord sur cette Tout à thématique-là. fait. C'est pour ça que c'est important pour moi de t'avoir sur ce podcast. Je me souviens à l'époque, on avait fait une visio ensemble. Il y a 1 an, quand on avait commencé à échanger ensemble, on avait pris le temps d'échanger en visio pendant au moins une bonne heure sur nos thématiques respectives. On avait beaucoup parlé d'hypersensibilité. C'est quelque chose que tu mets en avant dans la définition de ton caractère et de ta personnalité, avec le côté multipotentiel aussi. Et je me dis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui pourraient être hypersensibles, mais qui ne le savent pas. Est-ce que tu pourrais peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, comment est-ce qu'on le reconnaît, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'aussi on peut le tourner en avantage dans le cadre du travail, du quotidien pro, pour aider peut-être certaines personnes qui nous écoutent? Mm. En fait, l'hypersensibilité, moi j'ai découverte aussi très très tardivement. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que quand on comprend son hypersensibilité, la vie, elle est tout de suite
plus facile. Ça veut pas dire que ça disparaît, bien évidemment que non, et j'en parlerai des bénéfices à être hypersensible. Mais c'est vrai que là où je me sentais trop différente, toujours à côté de la plaque, des fois les relations, souvent c'est exacerbé dans la relation, des émotions qui sont Heu, décuplé en fait, des fois on se dit: «Mais pourquoi on réagit comme ça?» alors qu'entre guillemets «la majorité des gens ne réagissent pas, aussi fortement, violemment». Moi, c'était plutôt, la colère, comme émotion qui était très forte, mais il y a d'autres personnes, ça peut être la tristesse, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, quelque chose qui nous pourrit la vie sans vraiment comprendre pourquoi, en fait. Et c'est vrai que le jour où j'ai compris, c'est pour ça que c'était intéressant et j'aime bien en parler, parce que, tous mes clients, le sont. Et j'ai envie de dire déjà, si les gens t'écoutent et te suivent, c'est que certainement ils en sont un des 2, parce qu'on attire ce qu'on est. Tout à fait. Mon audience, est principalement, hypersensible et là, c'est très large, en fait, dans l'hypersensibilité. Il y a des gens qui sont, voilà, peut-être encore plus exacerbés, ça dépend des sens, ça dépend de plein de choses. C'est très complexe, en fait, l'hypersensibilité. Mais ça permet, sans se mettre dans une case, parce que moi, je suis contre les cases, mais de comprendre son comportement. Et c'est ça que j'essaye de faire depuis, des années, c'est encore mieux me connaître, mieux comprendre tout ça pour, aussi, accepter. Parce que ça passe par cette étape-là après, d'accepter que ça existe. Et parce qu'on a un moment un peu un déni, non, c'est pas moi, non, c'est pas possible, et cetera. Puis après, on commence à accepter. Et comme par hasard, c'est comme les femmes enceintes, quand on est enceinte, en fait, on voit que des femmes enceintes. C'est pareil. Quand on est hypersensible, on voit que des gens hypersensibles. Parce qu'en fait, vu qu'on l'assume, on vibre et donc forcément, on attire ces personnes-là. Et donc, quand on commence à dire, on n'est plus tout seul, déjà, ça nous rassure aussi. Donc ça, c'est encore une autre étape. Et puis la dernière étape, c'est vraiment de commencer à avoir le bénéfice. Comme de la même manière, on peut voir du bénéfice à faire avoir des échecs. On a aussi le bénéfice d'avoir l'hypersensibilité pour la créativité, pour le fait d'être empathique, de comprendre l'autre. Moi, dans le coaching, c'est essentiel en fait. Quand je coach quelqu'un, d'avoir cette hypersensibilité. La personne n'a pas besoin de me parler, je sens, je capte des choses. L'intuition vient pour moi, elle est renforcée grâce à l'hypersensibilité. Et il y a plein de gens qui aimeraient être intuitifs. Donc ça, c'est faire confiance à son intuition. Et après, on se dit c'est une force qui nous démarque de plein d'autres personnes, quoi. Alors, je te rejoins sur le fait d'accepter ses émotions. Donc toi, tu disais que ça se retranscrivait plutôt par la colère. Moi, c'était plus par la tristesse. J'ai pendant très longtemps les larmes, en fait, qui venaient soit pour rire, parce que dès que je rigole, je pleure. Enfin, quand je rigole, quand j'ai un bon fou rire, etc., je pleure. Et à l'inverse aussi, les émotions négatives se retranscrivaient par le fait de pleurer. Et je m'en suis voulu, mais pendant des années, de pleurer à la moindre contrariété. C'est là, je voyais ça comme une faiblesse. Et en fait, comme tu dis, il faut commencer par l'accepter. Ça sert à rien de se batailler contre ça, malgré toutes les injonctions qu'on peut avoir de l'extérieur. Et effectivement, on a plein de qualités en étant hypersensible. Alors, je ne sais pas si je le suis complètement, mais effectivement, on a, comme tu dis, de l'empathie et on peut percevoir chez les autres. Ils n'ont pas, comme tu dis, besoin de parler. Juste dans la façon d'être, dans le regard, dans un geste, dans une mimique sur le visage, on peut comprendre ce qui se passe. Et effectivement, le but, c'est d'en tirer une force et de pouvoir l'utiliser après dans son quotidien. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu parles beaucoup des émotions, de le fait de les accepter. Et comment, voilà, on vit un peu dans un monde du travail où ces émotions doivent être limite refoulées, où il ne faut pas les montrer. Et j'aime bien parce que tu vas contre ça. Et j'aimerais bien que tu nous en parles, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour accepter ces émotions? Pourquoi il faut accepter ces émotions au travail? Pourquoi il ne faut pas porter un masque au travail? Oh là 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 là, ça c'est, on fait thèse, antithèse, parce que là, tu vois, je vais essayer de structurer. Peut-être aussi comment arriver à gérer ses émotions au travail. Ouais. Alors, c'est très bien. Je suis dans la réponse. J'aime bien une question précise. Merci, Elodie, parce que là, sinon, je vais parler pendant des heures. Alors, comment gérer ses émotions au travail? Déjà, on ne gère pas ses émotions. Contrôler, gérer, ça n'existe pas, en fait. C'est un leurre. C'est quelque chose qu'on fait comme première étape pour essayer de, justement, combattre ça. Mais on l'a dit tout à l'heure, plus on combat quelque chose et plus, en fait, il revient en boomerang et il vient encore de plus en plus fort. Donc, à mon avis, n'essayons pas de gérer.
La question, c'est comment accepter, en fait, ces émotions? Comment accepter, qu'on chiale, voilà, en réunion devant tout le monde. En fait, derrière, c'est le regard des autres, en fait. Quand on regarde bien, si on va jusqu'à la finalité, c'est accepter comment je fais pour vivre le regard des autres quand je suis en entreprise, parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau de conscience, tout le monde va pas forcément dire, être bienveillant à voir quelqu'un, par exemple, moi c'était la colère, qui crie, voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est déjà comment j'accepte moi-même le regard des autres. Et le deuxième point, c'est comment je fais pour mieux vivre ces émotions en entreprise moi-même, en fait. Par exemple, j'avais une cliente qui avait la même chose que moi, qui était la colère. Elle me disait, ouais, c'est pas bien, donc elle se flagellait. En plus, je montre pas l'exemple parce que je suis dirigeante, d'être en colère. Donc, elle avait vraiment cette conscience-là que c'était pas bien, en fait. Et moi, je lui dis, non, 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 non. La colère, elle est saine, en fait. La colère, en fait, chaque émotion nous signifie un signe, nous dit quelque chose. Donc, en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous dit. Généralement, il y a un besoin qui est non satisfait derrière. Donc, c'est aller creuser pour savoir qu'est-ce qui nous met en colère. Et là, je disais, par exemple, quand tu es en colère, est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas entendu? Est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas respecté? Est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont liées à la colère? Et ce qui est intéressant dans la colère, c'est que ça nous met en mouvement. Donc, en fait, quand on n'est pas content de quelque chose, on va décider de changer la situation. Et donc, en fait, on passe souvent à l'action. Et c'est pour ça que les gens qui ont des convictions très fortes sont très souvent en colère, parce que justement, ça les met en mouvement pour se battre contre quelque chose qui leur tient à cœur. Donc voilà, donc ça, quand elle a commencé à voir, oh attends, mais en fait, être en colère, c'est bien. Donc déjà, c'était pas mal. Et puis après, je lui dis, ok, maintenant que tu as compris que c'était pas un problème, c'est plutôt comment je fais pour que cette colère qui est interne, les autres ne la subissent pas. Et donc là, je me mets à la place de l'autre. Qu'est-ce qui me va à moi? Qu'est-ce qui me convient pour justement que cette colère-là, quand j'ouvre ma bouche, ça ne soit pas de la colère qui sorte. Et donc là, c'est chacun a ses tips. Moi, par exemple, c'est que je dis gentiment à mes enfants, par exemple, aujourd'hui, là, je pense que vous êtes en train de dépasser les limites. Je pense qu'il faut mettre un espace entre nous. Donc, on va se séparer un peu. Et on se reverra dans quelques temps pour en parler. Et ça, c'est ma façon à moi, personnellement, parce que j'ai besoin d'espace. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut que je reprenne mon état d'esprit, parce que là, les émotions, elles sont dans votre cerveau, il est hacké complètement par les émotions. Et donc là, j'ai besoin de retrouver mes esprits. Et donc moi, ça peut être ça. D'autres personnes, c'est d'aller courir. D'autres personnes, ça va être... voilà, chacun doit trouver son truc qui fait que ça me permet d'enlever mes émotions, en quelque part, de mon cerveau, de redevenir dans l'analyse, et de dire, ok, c'est quoi le problème? C'est quoi mon besoin? Quelle est la demande que je peux faire à mon interlocuteur? Et donc après, là, on revient en relation. Alors, c'est marrant parce que, comme tu dis, la colère, c'est l'émotion de l'action. Ça, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut arriver à accepter ce moment où on est débordé par l'émotion, tant pis, on l'est. Et après, effectivement, de prendre le temps de prendre du recul, de se poser, de rationaliser un peu plus. Comme tu dis, de faire sortir toutes ces émotions de son cerveau là, qui embrouillent tout. Et après, de prendre le temps d'analyser les choses et de creuser, voilà, qu'est-ce qui a poussé à nous mettre en colère ou à nous mettre à pleurer et quel est effectivement le besoin qui est non satisfait derrière. Et j'aime beaucoup comment tu as donné tous les exemples et comment est-ce qu'on peut arriver à gérer cette partie-là. Comme je dis souvent, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut toujours, ok, bon, là, je suis en pleine réunion, je vois que la colère est en train de monter, on fait une petite pause. On met un temps mort, en fait, voilà, pour accepter ce qui se passe et voir comment est-ce qu'on peut reprendre le lead sur la situation. Peut-être pas le contrôle, j'aime pas dire ça. Ouais, mais c'est se remettre en action et d'être leader, en fait, de ce qui se passe, de sa vie. Clairement, c'est l'objectif, quoi. Donc, voilà, les gens, si vous vous mettez à pleurer ou à exprimer de la colère, c'est normal. Les émotions sont là pour être un signal d'alarme. Exactement. Il faut juste l'écouter et comprendre ce qui se passe derrière. Et ça sert à rien de le refouler. C'est pas évident dans le monde de l'entreprise actuelle de faire comprendre ça, que les émotions sont normales. Ouais, mais c'est clairement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé, moi, d'accompagner les dirigeants parce que ça va par le haut. Je crois, il y a un moment, les salariés peuvent faire plein de choses. Ils peuvent contribuer énormément à l'entreprise, ils peuvent être responsables, mais on peut pas tout demander aux salariés non plus. Et je pense que les dirigeants doivent être exemplaires sur un certain nombre de sujets, et notamment, il y a les émotions, mais aussi la vérité, le fait de pouvoir dire les choses dans l'entreprise, c'est un deuxième
thème que j'aime aussi aborder beaucoup parce que les non-dits, le fait qu'il faut pas dire à l'autre équipe, le fait que limite c'est des mensonges, tout ça c'est des éléments qui pourrissent la confiance, qui pourrissent en fait l'ambiance d'une entreprise. Et donc, pour moi, si le dirigeant est exemplaire sur ça et qui dit que moi, c'est important pour moi que les gens se disent les choses et qu'il accepte surtout quand les gens viennent lui faire un feedback négatif, qu'ils le prennent bien et que justement, émotionnellement parlant, il montre comment faire en fait pour gérer ses propres émotions, ben là, c'est tout bénef. On n'a plus besoin de parler, on n'a plus besoin de faire que le com interne, on n'a plus besoin de faire des team building de dingue. Vous allez voir, ça se fait tout seul en fait. Alors, tu me fais une super transition. D'accord, ok. Tu me fais une super transition parce que toi, tu es coach de métier. Quand je dis que tu me fais une excellente transition, parce qu'effectivement, tu as raison, je pense que ça passe par l'exemplarité des directions, des dirigeants. Mais pour moi, je reste convaincue forcément que les managers ont aussi un rôle à jouer. Bien sûr. J'aime bien dire que les managers doivent se transformer de plus en plus en manager coach. Le coaching, c'est l'art de questionner, c'est l'art de poser des questions. Et je pense que les managers ne doivent plus forcément conseiller, mais aussi questionner. Quelle est ta vision par rapport au fait de devenir un manager coach? Qu'est-ce que c'est déjà un manager coach pour toi? Est-ce que tu penses que c'est aussi l'avenir des managers ou des personnes dans les sociétés? Est-ce qu'un dirigeant doit avoir une casquette aussi manager coach à porter? Voilà. Quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, moi, j'ai une vision très claire, alors, parce que, alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai été moi-même manager coach en entreprise pendant 13 ans, parce que chez L'Oréal, on nous forme comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est formé comme ça, mais ça ne veut pas dire que les anciens qui étaient présents managers avaient fait la formation. Donc, en fait, on se télescopait en quelque part dans la culture ou dans la façon d'accompagner en fait les collaborateurs. Donc, mais moi, j'ai vu que je suis un peu rebelle, j'ai toujours dit je fais comme je veux et du moment que les résultats sont là, c'est vrai qu'on m'embêtait pas. Donc, j'avais quand même des équipes très performantes. Ils se demandaient toujours comment je faisais. J'ai dit j'applique simplement le fait d'être manager coach en fait. Je fais pas plus que ça. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement on change complètement de paradigme. On est dans un autre monde. Donc, dans cet autre monde, avant en fait, être manager, c'était décider, diriger et de dire aux personnes, de s'assurer que les processus étaient clairs pour tout le monde, que tout le monde faisait ce qu'il avait à faire et qu'on atteigne les résultats demandés avec des objectifs clairs sur une durée bien déterminée. Tout était clair. Donc pour les experts, c'était le royaume, quoi. C'est-à-dire eux, ils sont bien, on est dans la certitude, les choses qui sont carrées, voilà. Malheureusement pour les experts aussi, c'est qu'en fait ce changement de paradigme en fait fait que non, en fait il y a plus de certitude, il y a beaucoup d'incertitudes justement, il y a des plans qui changent tous les 3 mois, il y a des collaborateurs qui aspirent à autre chose et donc là eux ils doivent se renouveler. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a des managers qui en sont conscients et donc qui prennent la voie pour donc se former ou avec du coaching, peu importe, ou du mentorat. Ils se développent par rapport à ça. Puis il y en a d'autres qui restent et qui souffrent parce que justement, ils n'arrivent pas à changer. Donc là, la première étape pour le manager, c'est d'accepter de changer. Soit on décide de changer et d'aller justement vers cette forme où, et on va en parler, d'accompagnement. On passe à l'accompagnement en fait des collaborateurs et plus diriger des collaborateurs. Soit en fait il n'a pas envie de changer et donc je pense qu'il faut qu'il abandonne le management parce qu'on va pas revenir en arrière en fait. Ça c'est certain que ça va pas revenir en arrière. Donc dans cette posture de manager coach, l'idée c'est que pareil les experts scientifiques, parce que je l'ai été donc je suis de quoi je parle, on nous a biberonné à avoir les réponses justes. De dire il y a un problème, tu dois trouver la solution qui est juste. D'accord? Donc on a été formaté comme ça. Donc ça nous demande de nous déformater pour pouvoir accepter que, la solution ne vient pas de nous. Et donc la solution peut venir du groupe et donc collectif. Et donc mon rôle n'est pas d'apporter la solution au problème, mais plutôt de faire les conditions nécessaires pour que la meilleure solution avec ce groupe-là ressorte. Et donc là, on a un rôle de facilitateur, un rôle de coach aussi, parce que les coachs, c'est coach facilitateur, en fait, quelque part, animateur, pour mettre aussi une ambiance dans tout ce baltringue-là. Et puis, à la fin, émerge quelque chose. Et donc, on est là pour essayer de rassurer, de motiver. Voilà, on a d'autres rôles. À la fin, bien évidemment, il faut qu'on garde ce leadership qui nous permette de, s'il faut, trancher. Donc, laisser de la souplesse, la liberté, mais quand même être assez assertif. Donc, c'est toujours un équilibre entre les deux.
Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour moi le manager de demain. Donc, soit il y aura des entreprises qui vont créer des managers coach, soit il y a des entreprises qui vont faire autrement, qui vont avoir des personnes qui sont qui sont expertes. Et là, elles vont être justement dans leur cœur de métier. Peut-être que ça va soulager certains d'être que dans leur cœur de métier parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Et les soulager du poids du management. Exactement, et je pense que j'en ai un, j'en vis avec un, donc je sais très bien de quoi je parle. Et donc en fait, qui va être soulagé de ne plus avoir le management et donc être justement centré sur et progresser dans son expertise. Et les autres, ils vont commencer à découvrir un peu de psychologie, un peu de coaching. Et donc c'est ceux-là qui vont aller vers cette voie de coaching. On va avoir des coachs internes. C'est-à-dire que c'est des personnes, donc maintenant Airbus, la Banque Postale, des grands groupes s'y mettent à avoir 20-25 salariés qui ont décidé d'être coach interne et qui allouent 20%, 25% de leur temps à coacher, c'est-à-dire à aider des salariés. Donc ça, c'est la première étape. Et l'ultime étape qui est pour les entreprises qui sont beaucoup plus avancées dans le changement, c'est d'avoir des sortes de business units où les gens ils sont complètement autonomes. Et en fait, vous avez des coachs internes qui sont là pour gérer que les conflits. C'est-à-dire si par exemple il y a un problème de communication, etc., ils interviennent à ce moment-là. Donc eux, c'est 100% de leur temps. Ils interviennent seulement pour gérer de l'animation, faire du team building, gérer les conflits, les questions process, et éventuellement changement de processus, etc. Donc voilà, ça c'est les 3 types de structures qui sont en train de se faire. Mais les entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix. Parce que le monde va vite et que pour être concurrentiel, on est obligé d'être plus efficace. Et donc, c'est le moyen. Et au-dessus, donc, il y a les dirigeants qui vont être des leaders porteurs de sens. Donc, leur objectif, ça sera vraiment de donner du sens, de la vision. C'est autre chose encore. Et donc, c'est là aussi où moi, j'accompagne les dirigeants qui le veulent, parce que tous ne sont pas à ce niveau-là, d'être vraiment focalisés sur essentiellement la vision, s'assurer que les moyens sont donnés et qu'après faire confiance à son équipe, que tout roule en termes opérationnels, quoi. J'adore la vision, je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et bon, bien évidemment, c'est pas pour demain, mais c'est pour dans quelques années. Tout à fait. Le but est, comme tu dis, il y a un vrai changement de paradigme où on passe des aspects très rationnels, factuels. Comme tu dis, il fallait absolument avoir la réponse en tant que manager et la donner. Et là, on passe maintenant dans un contexte où c'est plus l'intelligence relationnelle qui prévaut, qui va être importante. On revient au début aussi, ce qu'on disait, l'intelligence émotionnelle aussi qui est importante. Et on met vraiment l'individu au centre plutôt que juste les faits, les objectifs, etc. Même si on sait qu'il y a des notions de rentabilité qui restent encore très fortes, encore plus aujourd'hui. Cette quête de sens et cette quête de relationnel, de développement personnel aussi, va devenir vraiment centrale pour les entreprises. Et je suis complètement en raccord avec ta vision au niveau de l'évolution des entreprises qui sont en cours et qui sont amenés à tendre vers ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser que c'est exactement la même chose qu'on fait. On oppose en fait l'écologie par exemple avec la performance et la croissance. Pour moi, je sais pas, j'ai la similarité là qui vient un peu direct là. Non, en fait, on peut faire de la croissance avec de l'écologie. Donc, de la même manière, en fait, avec le sens, on va faire plus de croissance, en fait. Et donc, ça, c'est y croire, en fait. Parce que les gens pensent que si on donne aux gens ce qu'ils veulent et qui ont fait comme ils veulent, etc., de la liberté, ça va diminuer la productivité, ça va diminuer la performance, la croissance de l'entreprise. Et c'est de croire, en fait, que plus on fera confiance, plus on donnera la liberté et plus on donnera, effectivement, il faut donner du sens et une vision très claire pour que tout le monde sache que quand il doit prendre une décision, au regard de quoi il prend sa décision. Et que chacun se connaisse suffisamment pour connaître ses forces et ses limites, pour savoir à quel moment c'est dans mon périmètre et à quel moment ce ne l'est plus et que je dois demander au-dessus ou de l'aide à quelqu'un d'autre. Et donc tout ça, c'est aussi y croire en fait. Et plus on aura des entreprises modèles qui vont montrer ça, que grâce à ce changement, c'est pour ça que je suis beaucoup sur LinkedIn, les entrepreneurs qui osent tester de nouvelles choses, parce qu'en fait derrière ils savent pas, mais derrière il y a des modèles en fait qui sont très connus pour ceux qui s'intéressent au management de demain. Et moi, dès que je vois des exemples qui pourraient qui correspondent à ça, je les suis parce que je veux montrer, oui, regardez, ça marche en fait. Et plus on va faire ça, et plus en fait, je pense que ça va donner envie aux autres d'y aller, d'oser y aller aussi, quoi. Oui, complètement. Le mot oser est très fort chez toi, donc je suis pas étonnée. Pour les managers qui nous écoutent et qui aimeraient commencer à aller dans cette notion de manager coach, quelles questions puissantes ils pourraient poser à leur équipe? Qu'est-ce que toi, en tant que manager ou en tant que coach, quand tu coaches des dirigeants,
Si tu avais 2-3 questions puissantes qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien, dans leur gestion d'équipe, ou aussi pour affirmer leur leadership? Alors déjà, la première chose, c'est de savoir chaque jour comment vont ses équipes. Ça, pour moi, c'est clé. Et c'est clé pour 2 raisons, pour le collaborateur et pour le dirigeant, pour le manager. Le collaborateur va se sentir reconnu et aimé, et il a besoin de ça. Et pour le manager, ça lui permet de savoir comment manager, comment va se passer la journée en fonction de l'état d'esprit de son collaborateur. Donc ça, c'est une question que je pose souvent pour tous les démarrages de coaching et que on avait instauré chez L'Oréal, c'est comment tu te sens. Comment tu te sens quand c'est un individuel et puis quand on est en collectif, une réunion collective, on parle souvent de la météo, les gens rigolent sur la météo intérieure, etc. Mais c'est pas, on s'en fiche de ça, c'est pas ça le problème, c'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la météo, c'est la question, c'est est-ce que ça t'intéresse de savoir si ton collaborateur il va bien, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce que le fait qu'il ait un bébé, est-ce que c'est pas contraignant pour lui, qui fait que peut-être que ça explique pourquoi il est moins performant en ce moment, ou parce qu'il a des problèmes de santé, ou que quelqu'un de sa famille est malade, tu n'en sais rien, mais si jamais on libère la parole, c'est pour ça que la libération de la parole est importante, et justement on prend le temps en début de réunion de demander à chaque personne comment elle se sent, surtout si on est en plus en one-to-one. Déjà c'est la première question pour moi qui est essentielle et qui est là, ça permet de créer du lien en fait avec le collaborateur. Après d'autres questions, j'ai pas de questions précises qui me viennent en tête. Moi, c'est vrai que je suis intuitive, donc en fait, moi, les questions, elles viennent avec l'écoute active, en fait. J'ai envie de dire, développer votre écoute active. Plus on écoute l'autre, plus les questions, elles sont évidentes, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai pas une question où je me dis, ouais, putain, j'ai passé une question super puissante, mais par contre, quand je vois le résultat, je me dis, ah ouais, elle était puissante, celle-là. Mais c'est parce que je me suis tellement... J'étais tellement dans l'écoute de l'autre, tellement en train de me dire, me mettre à sa place dans l'empathie, en quelque part, sans ressentir ses émotions, hein, mais de comprendre son cadre de référence, comment il voit le monde, comment, là, je me dis, mais ah ouais, s'il voit le monde comme ça, mais oui, c'est difficile pour lui. Et donc, ok, donc comment je peux t'aider? Des fois, je demande que ça, c'est comment je peux t'aider, en fait. Oui, rien que cette question est déjà super importante. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand je vois que la personne, elle manque de clarté, elle est là en train de tourner en rond, etc., je métacommunique, c'est-à-dire que je dis ce qui est en train de se produire. Attends, là, je te vois t'es en train de tourner en rond, là, je sens que t'es un peu perdu, comment je peux t'aider? Et il peut y avoir en plus des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Donc, juste le fait de proposer cette question-là, de la poser, ça Tout à enlève un fait. poids et ça peut aider des personnes à saisir cette perche et à accepter de se faire aider, accompagner ou à creuser certains éléments. Exactement. Pour revenir à la météo, comme tu disais, alors moi en réunion collective, effectivement, je fais la météo. En entretien individuel, je demande souvent comment ça va, mais j'aime bien ta question, comment tu te sens? Elle est différente. Des fois, j'aime bien demander comment tu te sens de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10. Mhm. Et suivant la réponse qui m'est donnée, c'est rare quand c'est 10, faut se l'avouer. Et j'aime bien demander pour aller encore plus loin, qu'est-ce qui te manque pour aller atteindre le 10? Et Exactement. souvent, c'est là où les pépites sortent et que les gens arrivent à se projeter et à savoir ce qu'il faut mettre en place pour se sentir beaucoup mieux, pouvoir atteindre ses objectifs, être plus dans la performance, ou même juste se sentir bien avec quelqu'un, avec une équipe, avec le sens donné dans une entreprise. Tout à fait. Et là, ce que tu fais, justement, en termes de mécanisme, ce que tu fais, moi j'utilise aussi pas mal en coaching, c'est quand on n'arrive pas à comprendre le cadre de référence de l'autre, c'est-à-dire sa réalité. En fait, chacun, nous avons notre réalité. Et en fait, ce qui peut te paraître, toi, anodin, c'est-à-dire un truc qu'il est en train de vivre, tu dis, ouais, bon, ok, c'est pas très grave, quoi, c'est juste ça, quoi. Parce que toi, en fait, par rapport à ton vécu, ton expérience, ce n'est pas un problème, et que lui le voit comme un problème, ben, c'est ça que ça permet de faire, en fait, de comprendre sa réalité et d'être ouvert aussi sur ça. Ça me fait penser à quelqu'un que j'avais en coaching qui exprime beaucoup de colère quand elle voit que les gens se trompent sur des choses qu'elle estime basiques. C'est du bon sens. Elle n'arrête pas de répéter, mais c'est du bon sens. Et au final, j'ai fini par lui dire, mais c'est ton bon sens à toi. C'est ton cadre de référence, comme tu dis, à toi, pas forcément celui de tes collaborateurs. Et ce qui peut te Exactement. paraître du bon sens pour toi, par rapport à tes années d'expérience et ton vécu, ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est important, voilà, de se mettre dans la position de l'autre et de savoir, voilà, accepter son manque d'expérience, le fait qu'il soit débutant et qu'il ait aussi un cadre différent.
Et bon, là, après, on rentre dans le relationnel, la gestion des personnalités. Et je pense qu'on peut... Oui, et puis alors, ce qui est intéressant dans ça, et que justement le changement de paradigme qui est en train de vivre, c'est que la diversité, tout le monde en parle là, ouais, c'est super, mais de la diversité, tatati, tatata, je veux pas être le contraire, je suis une femme noire, je veux pas dire que je veux pas la diversité, mais je veux dire juste, moi je suis pour la diversité, pour l'intelligence collective, parce que ça permet d'avoir des idées enfin innovantes, parce que quand on vient tous du même moule, on a toutes les mêmes idées, et c'est chiant en fait. Donc clairement déjà rien que pour ça, parce que moi ça me nourrit pas. Mais en tout cas aussi pour l'entreprise, c'est quand même mieux. Néanmoins, ça requiert d'être capable de se comprendre. Tout à fait. On vient de milieux différents, on a des cadres différents qui sont dus à nos personnalités propres, mais en plus à des cultures différentes, à des façons de voir le monde complètement des fois différents. Et donc en fait, ça nécessite de la surcommunication. On doit dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voit, comment on imagine, tout, voilà, tout ça, parce que ou sinon, il y a les non-dits, si on dit pas les choses, etc., ça prend des ampleurs inconsidérées, tu vois, c'est énorme, parce que justement, on est très très différents en fait. Donc oui, la diversité, mais mettons des clés pour les gens pour pouvoir justement comment je communique dans un environnement avec des personnalités diverses et variées, quoi. Et oui, c'est... Je pense que pour commencer à manager aussi, c'est important de se mettre à la place de l'autre et de comprendre que tout le monde n'est pas comme soi et ne réagit pas pareil sur... C'est la base, hein. Ça, c'est Mais important. pour nous, ça paraît là. Voilà, c'est la base de l'écoute active. Mm. C'est la base de l'écoute active qui fait que pour moi, c'est quand on me demande à chaque fois quelles sont les compétences qu'il faut développer en premier, c'est l'écoute active. C'est-à-dire, si t'as pas ça, tout le reste, je pourrais donner tous les conseils du monde, ça ne changera rien, en fait. Complètement. Alors, je fais un petit intermède parce qu'on a été interrompu à ce moment-là par mon livreur qui est venu sonner à ma porte. Donc, ne sois pas étonné si la question n'a pas vraiment de lien avec ce qu'on a dit avant, c'est qu'il a fallu qu'on se replonge dans l'interview. Donc voilà, je voulais juste préciser pourquoi la question a été posée de cette façon. Je te laisse donc écouter la suite de l'interview. Et j'aimerais que tu puisses peut-être donner des conseils pour développer son assertivité en tant que leader. C'est quoi l'assertivité et quelle est la première action? S'il y avait une action à faire, comment est-ce qu'on peut développer son assertivité en tant que leader? Ouais, très intéressant. Très intéressant comme question. Je me suis jamais posé la question parce que moi je suis assertive depuis toujours, donc je ne me suis pas vraiment, ça n'a jamais été vraiment un problème pour moi. Mais par contre, je le transmets. Je pense à travers mes écrits, à travers mes coachings. Pour moi, l'assertivité, c'est beaucoup lié avec le fait de s'affirmer et après de s'assumer, en fait. Donc pour moi, dedans, il y a les deux dans l'assertivité. Et la première étape que j'aime faire généralement, c'est de savoir dire les choses. Et ça, c'est déjà un truc énorme. Alors, je vais même pas dire le savoir dire non. C'est encore un autre truc. C'est l'autre stade encore. C'est encore plus volé. C'est encore un autre stade. Mais j'avais fait un post comme ça, juste déjà le non d'une copine que j'avais accompagnée comme ça en discutant, voilà, et qui a un jour dit non sans se justifier. Déjà, elle était toute contente parce que voilà, c'était juste déjà incroyable. Et en fait, il s'est rien passé comme elle avait imaginé un truc horrible. En fait, il s'est rien passé. Et j'avais une cliente pareil que j'avais accompagnée sur savoir dire en fait à ses équipes les choses. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait des comportements qu'elle n'aimait pas, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas, et elle ne disait rien parce que non mais ça se dit pas, non mais ça se fait pas, et derrière c'est toute l'éducation qui est là. Hein. On porte, faut savoir qu'il y a une grosse partie de ce qu'on fait et ce qu'on est qui est due simplement à ce qu'on a vécu et comment on a été élevé. Et donc dans son éducation, voilà, on disait pas les choses, il fallait être discret, ça ne se faisait pas, voilà. Et donc rien que de ça, prendre conscience, le fait de se connaître, de comprendre que voilà, c'était un mécanisme qu'elle avait aussi de défense de ne rien dire. Et ben après, on a commencé à dire, ben ok, un petit challenge. Petit challenge. Dans cette situation bien précise, qu'est-ce que tu vas oser dire à cette personne? Et en fait, petit challenge par petit challenge par petit challenge, de plus en plus gros. Après, à un moment donné, ben ça y est, quelqu'un d'assertif. Alors, c'est intéressant parce que j'avais une cliente comme ça aussi qui m'a dit « Oh là là, ils sont en train de regretter parce que j'ai ouvert les vannes, j'arrive plus à m'arrêter. »
Parce que là, elle s'est sentie comme libérée d'un truc. Et je pense que tout ce qu'elle avait pas dit, alors là, c'est sorti, quoi. J'ai dit, mais ça va s'arrêter. À un moment donné, le flow va s'arrêter. Mais ça fait du bien. Donc, prends-le, vis-le. Toujours. Alors, c'est là où j'accompagne, c'est la façon de dire. Et c'est là où moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi. C'est la communication, en fait, pour être assertif. Parce qu'en fait, des fois, il y a un décalage entre notre intention que juste nous préserver ou juste dire les choses parce que pour nous, c'est juste, alors que dans notre communication, elle est pourrie, quoi. Et donc, en fait, ça fait un effet inverse. Donc, c'est aussi accompagné de savoir comment on dit les choses pour que notre message soit entendu. Parce que j'ai, pas plus tard qu'hier, dit à un client, quand on ouvre la bouche, il faut avoir une intention et un message clair. Sinon, on la ferme. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ça, c'est de travailler justement sa communication quand enfin déjà après avoir osé, ben après c'est travailler sa communication pour impacter et avoir justement des messages clairs. Qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi on le dit, et c'est ça qui donne de la puissance à ce qu'on dit, quoi. Oui, oui, puisque alors, j'attendais le moment où tu allais parler du comment est-ce qu'on le dit. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça sorte comme ça, comme on l'a dans notre cerveau, parce que des fois, c'est pas très joli, hein, ce qui se passe Non, dans notre non, non, cerveau. non, 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 Donc, on ne le non, sort non. pas tel quel. C'est vrai qu'il y a des façons de communiquer et des façons de le sortir. Mais j'aime beaucoup le fait que tu Mm, insistes sur l'intention et le message qu'on veut donner. C'est vraiment sur mm, ça où il faut passer du temps à réfléchir, à s'attarder, etc. Moi, je mm, travaille beaucoup aussi sur la notion de valeur. Parce que quand on travaille mm. sur ces valeurs en tant que manager, en tant que leader, en tant que même juste personne, c'est beaucoup plus facile d'exprimer ce qu'on pense quand il y a un comportement qui ne correspond pas à ces valeurs-là. Tout à fait, Et tout à fait. c'est effectivement dans l'intention, dans le message qui est donné derrière, c'est important d'être au clair avec ça. Et c'est du coup beaucoup plus Mm. facile d'exprimer son leadership quand on est au clair par rapport à ses valeurs ou par rapport au message qu'on veut donner. Et on revient quand même dans tout ce qu'on s'est dit quand même pendant cet épisode sur le fait de se connaître en Tout fait. à fait, oui, oui. Vous pouvez aller chercher des outils, 10 000 clés, c'est bien. Ça permet simplement, mettez comme conscience dessus, que tous ces outils, toutes ces clés que vous testez vous permettent de mieux vous connaître. Mm, mm. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de savoir qu'est-ce qui me va pas, où je suis à l'aise, où je suis pas à l'aise, et en fait de s'écouter. De se dire, attends, là, je suis pas très bien, je le fais parce qu'il faut le faire. Donc, je dis, il faut que je me sens obligée, mais je mets pas d'énergie, je procrastine. Oh là, c'est peut-être un signal qui fait que je suis pas au bon endroit. Donc, tout ça, tout ce que vous testez, voyez-le comme tout ce que je fais, ça me permet de me connaître. Et plus on se connaît, et plus on a une sorte de leadership affirmé, qui fait que après tout nous paraît beaucoup plus facile dans les relations, les Mm, interactions et mm. tout. Ouais, tout est beaucoup plus fluide après et beaucoup plus au clair dans nos têtes et ça nous permet de moins avoir peur du regard des autres ou de mieux gérer les peurs qu'on a derrière. Moi, c'était beaucoup la peur du regard des autres, c'est pour ça que je le cite, mais ça permet aussi d'affronter un peu ces peurs-là dès qu'on est au clair avec nous-mêmes et qu'on Tout se à connaît. fait. Ouais, qu'on connaît ses forces et ses limites. Et donc les limites, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie de les travailler pour les transformer en force ou pas? On n'est pas obligé. On peut se dire juste qu'elles sont là. Et donc comment je fais pour pallier c'est là que vient la délégation, c'est là que vient le fait de ne pas le faire aussi, des fois, parce que c'est pas notre truc. Et donc il faut être toujours au clair avec ses forces et ses Mm, limites, en mm. fait. Ouais. Ah, j'adore tous les exemples que tu as cités concernant l'assertivité, j'adore. C'est, les exemples que tu as eus en coaching, etc., c'est hyper parlant du coup d'avoir aussi des situations Mm, réelles de ce qui s'est passé. mm. Et du coup, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Donc, j'ai une dernière question pour toi. On a beaucoup parlé du oser, mais tu as aussi une composante chez toi qui est le être. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on s'est dit avant. Il faut se connaître, il faut être et oser être comme on Mm. est. Est-ce qu'il y aurait un outil d'auto-coaching que tu pourrais conseiller, donner en tant que coach aux personnes qui nous écoutent pour affirmer son leadership, pour mieux se connaître, pour peut-être oser être vraiment la personne qu'on est dans notre quotidien professionnel, voilà. Mm. C'est intéressant parce que le être, il est pas là. En fait, oser, c'est de l'action. Donc on est dans le faire. Et être, c'est juste être, en fait. Et en fait, notre challenge à tous, c'est d'avoir une sorte d'équilibre entre le faire et l'être. Comment je fais, à quel moment je me décide de juste être et le moment où je décide de faire. Et donc, quand on est dans le rêve, on essaye de se projeter, d'imaginer, de créer, on est dans l'être. Et après, on se met en action, on passe à l'action et on finit dans le faire. D'où oser être. Il y a le faire et le être.
pour donner un peu le truc. Et en fait, le être, moi, ça a été justement ma quête. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le faire. Je suis pas, non, d'ailleurs, tu le dis, hein, l'audace, c'est moi, oh là là. Et puis je dépote, hein, oh là là, quand on me donne une tâche, j'y vais, je fais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait tous les jours? C'est qu'en fait, on ne pense plus. On ne pense plus. Et donc, c'est bien hein, parce que ça nous évite de penser, de se mettre devant, de voir les trucs qui vont pas, de voir qu'on devrait changer, etc. Et donc, le être permet justement de donner cette bulle de respiration à notre cerveau pour le laisser divaguer, imaginer, voir aussi ce qui ne va pas. Et si on ne met pas des temps dédiés pour ça, ben en fait, on est happé par le monde qui va très vite et on est toujours dans le faire. Puis en plus, il y a les injonctions, il faut faire la stratégie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nanana. Bref, tout ça pour dire que pour moi, le être, il doit être ritualisé. Parce que c'est notre monde. On serait dans un autre monde où on vivrait dans un autre pays, je te dirais peut-être pas la même chose. Au Japon, je pense qu'il y a des endroits bien particuliers où il y a, justement ils font les kigai, etc. Où ils ont peut-être pas besoin de faire un rituel parce que c'est dans leur façon de vivre. Nous, on est obligés parce que notre façon de vivre fait que voilà. Et donc moi, ce que je demande d'accorder, c'est déjà le matin. Parce que le matin, pour moi, ça donne le tempo de la journée. C'est-à-dire le moment où tu ouvres tes yeux, en fait. Alors là, les auditeurs peuvent pas voir ta tête, mais tu fais la tête aussi d'ouvrir grand les yeux. Quand tu ouvres tes yeux le matin, que tu te réveilles, tu sors moi, je sautais de mon lit, pouf, et après, j'étais déjà dans l'action, tu vois. Donc là, c'est déjà prendre le temps de se réveiller, déjà. Ça, c'est de l'être. De se dire, voilà, comment j'imagine ma journée va se passer, etc. Et de se faire la première action de sa journée doit être quelque chose pour soi. Quelle que soit l'action. Si on aime prendre son café dans son lit, c'est mon action du matin. Si j'aime lire, si j'aime regarder un peu les réseaux sociaux, j'en sais rien, même si tout le monde dit que c'est pas bien, moi je m'en fous, mais c'est une activité pour soi. Si on aime ça, c'est pas une contrainte. Si on aime ça, why not? En tout cas, faire du sport, il y en a qui font du sport, il y en a qui font des choses, voilà. Mais en quelque chose, 15 minutes minimum pour soi. On doit démarrer la journée avec quelque chose qui est pour soi. Pourquoi? Parce que ça nous donne déjà de la joie. Et cette joie, elle va nous traverser toute la journée. Moi, par exemple, le matin, j'ai des rituels que j'ai instaurés, et notamment, j'écoute de la musique. Moi, la musique, c'est quelque chose qui m'anime. Ça me met en énergie, et donc j'écoute de la musique. Ça me permet de lâcher prise, ça me permet de plein de choses qui me permettent d'être dans le être. Déjà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième être qui est encore plus fort et plus intentionnel, c'est le fait justement d'être conscient de ce qui se passe à l'instant où je suis en train de le vivre. Et donc ça, c'est aussi la gratitude. Moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps, qui prend de plus en plus de place dans ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment merci à ce que je suis en train de vivre, merci d'être en vie, merci de la vie, merci des opportunités qui me sont proposées. Et on célèbre ça aussi régulièrement. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses que je donne comme clé d'auto-coaching, c'est ramener de la joie. Et donc, très rapidement, que les gens, quand ils arrivent, forcément, ils arrivent me voir, ils sont en souffrance. Donc, déjà, le premier truc qu'on fait, c'est remettre de la joie. Comment on remet de la joie dans cette vie pour que déjà, ça soit moins douloureux chaque jour de se réveiller. Et la deuxième chose, c'est gratitude pour voilà, nourrir son cerveau et être conscient de ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire, en fait, surtout. Comme ce moment-là, Oui. Merci Elodie de me faire passer ce moment-là. Moi, en plus, je me régale à écouter tout ce que tu as raconté pendant cette interview. Comme je dis à chaque fois, moi, je bois les paroles à chaque fois de mes invités. Et là, c'est vrai qu'on voit toute la réflexion que tu as pu mener. Tu as une réflexion et une vision très, très poussée sur pas mal de sujets. Et, j'ai bu toutes les paroles que tu as dit. Effectivement, merci pour toi de ce moment, de tous les échanges là qu'on a eus. Et j'espère vraiment que ça peut aider chacun. Alors moi, je suis pas trop du matin. Mais je vais essayer d'appliquer ce que tu as dit. C'est vrai. Tu fais à l'heure que tu veux, hein. Tu fais à l'heure que tu veux. C'est vrai que des fois, c'est vite, on se dépêche de tout faire vite pour arriver à l'heure au boulot, puisque voilà, moi, j'ai un peu du mal à me réveiller à l'heure du matin nécessaire pour aller travailler en tant que salarié. Mais c'est vrai que pour moi, par exemple, le moment du café le matin est essentiel. J'aime bien être dans ma bulle, prendre le temps. Et c'est vrai que je prends pas forcément le temps de le faire. Je le fais le week-end, mais pas forcément en semaine. Donc, je vais essayer déjà de commencer par ça. Voilà. C'est toujours essayer, tester, voir. Et quand on voit le bénéfice, en fait, c'est ça qui nous permet de continuer une habitude.
Complètement. Sinon, ça devient une contrainte et on abandonne vite fait ce qu'on essaye de mettre en place. Et puis mieux vaut Oui. abandonner, moi je dis. Ah oui, oui, complètement. Bah, écoute, merci beaucoup Fabienne. Les gens qui ont apprécié cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, tu l'as dit sur LinkedIn, hein, on est là toutes les deux. Venez nous voir sur LinkedIn, Elodie et moi. Et pour les gens peut-être qui aimeraient travailler avec toi, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Donc, ils peuvent me contacter via LinkedIn aussi, par la messagerie, avec grand plaisir. Instagram aussi, il y a des gens qui me contactent via Instagram. Sur mon site internet qui est ose et être tout attaché.com. Et voilà, donc ça, on peut me contacter via ça. Et j'ai deux offres, en fait. Deux offres. Une très short, 1 heure de coaching flash où je vous débloque pendant 1 heure parce que je l'ai fait sur des questions bien précises, opérationnelles, business, que je démarre en septembre. Et puis quelque chose de plus long qui est sur 1 année pour les gens qui veulent vraiment se transformer et qui ont des objectifs professionnels ambitieux. Ok, super. Et il y a ton podcast aussi. Et là, podcast qui est en train de changer de nom alors où on enregistre ce podcast qui s'appelle Oser être. Oser être va être partout. Oser être, c'est un chemin de tous les jours. Je suis encore, pour moi, c'est toute une vie. Mais en tout cas, ce que je suis contente, c'est au fur et à mesure, je me détache. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le regard des autres aussi comme toi, de passer le cap, parce que je me dis, du moment où on n'a plus ça, je pense aussi que ça nous libère une énergie de dingue dans ce qu'on ose faire, clairement, parce que je pense que là, je fais aussi, je sais pas si tu l'avais vu, j'ai fait aussi une newsletter. Aussi, là qui est pour ma vie de dirigeante. Et là, je vais expliquer le syndrome de l'imposteur et le sabotage, l'auto-sabotage que j'ai fait depuis 1 an, en fait. Mais en fait, là, quand je le vois, mais je le vis, mais je ne peux pas passer outre parce que j'étais pas assez aguerrie, assez grande en quelque part pour le faire. Et c'est accepter ça aussi. Oui, complètement. C'est comme tu dis, c'est libérateur de plein de choses et c'est hyper intéressant de voir qu'une coach s'auto-coach ou s'auto-analyse. Enfin, toute la démarche aussi qu'il peut y avoir derrière qui est hyper intéressant. Moi, j'aime bien rentrer un peu dans les coulisses, un peu de la tête des gens, tu vois, les questions que les gens se posent, les évolutions qu'il peut y avoir. Bah, c'est vrai qu'on peut donner une image que tout va bien, tout se passe bien, etc. Mais notre cerveau reste quand même rempli de plein de questionnements et de doutes et de croyances. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ça aussi dans l'évolution et dans tout ce qui peut se passer dans la réflexion autour de soi, de la connaissance de soi, de l'affirmation de ce qu'on pense, de ce qu'on veut être, et dans ce qu'on veut partager aux autres. Donc, et c'est surtout, je veux finir sur ça, c'est qu'en fait, nous sommes le produit quand on est coach. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Quand on te dit non, est-ce que c'est à toi, c'est au produit ou c'est à toi qu'on dit non? Quand tu vois, il y a plein de choses qui se jouent, qui sont exacerbées, le fait que le produit, ça soit nous, en fait, quand on est coach. Tu vois, par rapport à un Alors, produit je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, c'est un message que je donne dans ma formation en management. Ouais. Je me permets juste de rebondir parce que ça me fait vraiment penser à ça. C'est aussi dans la question du jugement des autres, le regard des autres. Quand on est critiqué sur une décision, quand on est manager, quand on est dirigeant, quand on est leader, j'aime bien rappeler que ce n'est pas soi qui est critiqué. Exactement. C'est soit en tant que manager et en tant que personne qui a pris cette décision. Donc, je trouve le parallèle hyper intéressant avec ce que tu dis par rapport au coaching, quand on vend sa propre marque qui est soi. C'est difficile de faire la distinction entre si les gens ne veulent pas travailler avec moi, c'est moi qui ai un problème. Non. Si les gens ne veulent pas travailler avec toi en tant que coach ou si les gens ne sont pas d'accord avec une décision que tu prends en tant que dirigeant ou manager, ce n'est pas contre toi, c'est contre toi en tant qu'entrepreneur, en tant que coach ou en tant que manager. Bien sûr. Et cette différence-là est hyper importante. Très. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de faire un cap il y a quelques années et d'assumer certaines choses. C'est pas forcément nous qui sommes remis en cause, c'est notre management, notre décision, notre business, notre offre, mais ce n'est pas nous en tant que soi qui sont remis en cause. Voilà. Donc, on va finir là-dessus. On n'a pas envie de se quitter. On n'a pas envie de se quitter là avec Elodie. Je pensais pas qu'on allait continuer encore après, mais voilà, si ça peut aider des personnes, dissociez bien votre personne de votre management ou de votre entreprise ou de votre business. Exactement. C'est hyper important. Tout à fait. Voilà. Mais ça va être un super mot de fin. Merci beaucoup Fabienne et j'espère Merci à toi Elodie. Tout le monde aura pris toute la valeur qu'il avait besoin dans cet épisode. Et il y en avait beaucoup, donc je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.